Bonjour Tony Caméré, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous sommes ici sur le festival Corsica Doc et nous allons échanger à propos de ton film qui est projeté dans la compétition Nouveaux Talents. Donc il s'agit d'Eldorado, un documentaire de 61 minutes qui condense plus ou moins 20 années de ta vie que tu nous présentes à l'écran. Donc déjà c'est un gros exercice, j'imagine, de cumuler 20 ans, de faire des choix entre ce qu'on veut garder, ce qu'on veut enlever. Comment t'es venue cette idée de raconter ta vie de cette manière? Quel a été le processus, ton cheminement pour en arriver à ce film-là? Alors je vais essayer de le synthétiser un petit peu. J'avais fait un premier court-métrage sur notre enfance, à moi et mon frère, en Bretagne. C'est le point de vue d'un gamin de 12 ans, en fait, qui racontait les grands événements de la famille. Et cette famille avait ce site particulier qu'elle était prolo, précaire. Il y avait de l'alcool beaucoup dans la famille. Et en fait, je voulais raconter cette vie-là de l'intérieur. Et en fait, ce film, à ma grande surprise, à ma grande joie, a fait son petit buzz en fait, quoi. Il a eu des prix en festival, etc. Et après, en fait, chaque fois, quand il y avait les débats, les gens me demandaient mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces personnages? Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie après, quand tu es parti, quand tu as quitté cette famille? Et du coup, il y avait une espèce un peu d'évidence en fait de raconter la suite, d'autant plus que j'avais pas pu tout raconter dans le premier. Et ça s'est fait comme ça, voilà. Et après, film autobiographique, c'est parce que, en fait, je me sentais légitime pour raconter des choses. En fait, j'avais jamais vu de film qui racontait la vie d'une famille d'alcooliques de l'intérieur. Chaque fois, c'était des spécialistes qui en parlaient de l'extérieur, des médecins, des gens chargés de la prévention, etc. Et moi, je voulais vraiment raconter les choses de l'intérieur, quoi. Et quand on vient d'une famille d'alcooliques, après, en fait, moi, j'ai eu un parcours, je sais pas, qui m'interrogeait beaucoup. Venir d'un milieu prolo, après me retrouver à Sciences Po, après me retrouver avec des idées révolutionnaires, etc. Et de vouloir changer le monde et partir loin dans un pays imaginaire comme le Mexique. Et je voulais raconter aussi un peu toute ma difficulté à trouver ma place dans la vie, dans le monde. Et finalement, je me suis retrouvé moi aussi à devenir père. Et tout ce que ça a bouleversé dans ma vie. Et tout ça en écho forcément avec tout ce que j'avais pensé de mon enfance, de l'attitude de mes parents, etc. Voilà. En gros, c'est un peu un film sur les préjugés que je pouvais avoir sur plein de choses. Et comment au fur et à mesure du temps, tout devient beaucoup plus complexe en fait, quoi. Il y a un peu une fuite en avant jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que d'abord on quitte la Bretagne, on se retrouve à Sciences Po, Ouais. et ensuite on va encore plus loin, on va au Mexique, puis ensuite on s'enfonce dans le Mexique, etc. Ouais, c'était en fait la recherche de la pulsion de vie. En fait, chaque fois que je sentais que mon passé me rattrapait, que j'étais un peu dans la souffrance et tout, je voulais toujours m'en sortir, toujours aller plus loin, toujours chercher la lumière, chercher voilà, et chercher la vie. Et en même temps, il y avait toujours cette tension en fait entre la pulsion de vie et la pulsion de mort en fait, quoi. Et c'est toujours ce combat que voilà, que je menais. Et puis surtout aussi, c'était cette vie en fait, elle était faite de rencontres avec d'autres personnes, quoi. Et c'était dire aussi en fait un grand merci à toutes ces personnes que j'avais croisées dans ma vie, qui m'avaient beaucoup aidé, beaucoup sauvé, qui eux-mêmes étaient en lutte avec leurs problèmes à eux en fait, quoi. Mais ce qui m'intéressait, c'était de dire qu'on vit pas tout seul en fait, quoi. Et que la solidarité, l'amour, c'est hyper important pour avancer dans la vie, être heureux, s'en sortir. Enfin, finalement, c'est assez simple ce que j'ai envie de raconter. Mais des fois, on l'oublie en fait, voilà. Et c'était, ouais, c'est un film de transmission. C'est aussi un film pour raconter à mes filles quelle importance elles ont dans ma vie. Et j'aurais bien aimé aussi que mes parents, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, parce que c'est un film personnel, mais je pense que c'est un film que j'ai fait en pensant aux autres. J'aurais bien aimé que mes parents me racontent leur enfance, ce qu'ils avaient appris de la vie en fait, quoi. Sans donner de leçons, mais en disant voilà, moi j'ai vécu ça, je suis passé par là, ça me laisse à penser que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire, mais en même temps sans aucune certitude, parce que je suis bourré de doutes. D'ailleurs, tu leur fais un peu raconter leur histoire. D'ailleurs, il y a une séquence du film où tu racontes la manière dont ils se sont rencontrés, leur vie et comment ce qui a mené à... Mes parents oui, à Oui. votre famille.
Oui, bah, en fait, c'était aussi que, en tant que, on va dire, transclasse, c'est un peu un terme qui est devenu à la mode, quoi. Bah, oui, ça me gavait, en fait, ce discours de si on veut, on peut, en fait. Et moi, je voulais montrer que, oui, certes, montrer que mes parents ramaient dans la vie et tout, quoi. Mais qu'au départ, c'était des gens qui étaient pleins de fougue, pleins d'énergie, pleins de rêves. Ils étaient beaux. Et que bah, simplement, tout le monde n'est pas fait pour être des winners dans la vie, et qu'il y a des gens qui sont très très sensibles, et il suffit qu'il y ait des bouleversements économiques ou des choses comme ça pour qu'ils soient emportés par la vague, en fait, quoi. Et en même temps, il y a une fidélité, c'est-à-dire que ma mère avait l'habitude de dire, un peu, si on est un peu dans cette situation, c'est parce qu'on est trop bon, trop con. Et j'aimais bien, en fait, cette manière de dire les choses en très peu de mots, d'être à la fois très lucide, très sincère, mais en même temps, j'entendais, moi, je suis pas prêt à écraser les autres pour réussir dans la vie, en fait, quoi. Et bah, ça m'est resté, en fait, quoi. Oui, parce que quand tu pars au Mexique, on sent aussi qu'il y a, dans tout ce voyage, il y a toujours une présence de nos origines, de nos racines, en fait, Oui. qui nous suivent là où on va et qu'on ne peut pas oublier. Oui, Et donc il y a toujours cette présence qui presque tire un peu en arrière oui. et qui finit par te ramener en France. Oui, bah, on a beau vouloir partir loin, en fait, les autres, on les transporte dans nos valises. Et puis moi, je m'étais dit oui, je venais d'un coin où, au fin fond de la campagne, assez reculé, où on voyageait pas, etc. Donc j'avais l'envie de partager ce grand bol d'air, cet exotisme. En fait, bah, mes parents, c'est pas que ça les intéressait pas, mais eux, ils me parlaient de leurs problèmes avec les voisins, les chiens qui se battent. Alors, tout ça, je l'ai pas raconté dans le film, mais voilà, c'était l'impossibilité de transmettre cette pulsion de vie, en fait, quoi. Voilà. Et je pense que ben voilà, c'est comme quelqu'un qui, en même temps, je me mets à leur place, c'est comme quelqu'un qui reste sur le quai, qui reçoit des cartes postales de l'autre, mais moi je suis là, en fait, quoi. Ma réalité, c'est celle-là, quoi, celle où je suis là. Donc tu es content pour l'autre, mais en même temps, ça te ramène toi aussi à ton immobilité. Oui. Voilà. En fait, quand on voyage comme ça nous ramène à une solitude, un peu à l'essentiel aussi. On est au milieu de tout et de rien, en fait, quoi. Mais je rencontre quelqu'un d'autre qui ressent les mêmes choses que moi, en fait. En l'occurrence, mon copain Vincent, et lui aussi, qui est loin de sa famille, qui est seul, qui n'a pas de père. Voilà, tout ça, moi, je trouve un frère, en fait, voilà, sur place, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais raconter, en fait, quoi, quand on cherche une famille d'adoption. Voilà, et on peut en trouver une. Ouais. Donc tout le film est construit d'un mélange de photos, de vidéos, mais surtout de photos qui datent de l'époque. Ouais. Et donc qui sont structurées par une voix, par la tienne. Ouais. Et donc qui est celle qui ordonne le récit. À quel moment t'es venu l'envie de filmer dans toute cette épopée, enfin toute cette traversée? Parce qu'au début on voit que c'est surtout des photos, ensuite il y a des images qui ont été retournées pour le film Oui. à un certain moment. Mais comment s'est fait la transition vers la vidéo, vers ce média-là? Alors, j'ai récupéré des photos familiales. Après, par exemple, tout ce qui était au Mexique, j'avais pas de caméra, j'avais pas d'appareil photo. Donc ça, c'est des photos que m'ont donné des copains. C'est pour ça que dans le film, quand on me voit, c'est parce que j'avais pas de caméra. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est parce que c'est les autres qui me prennent en photo. Mais en fait, la photo, elle a à la fois ce côté de figer le temps, de ramener dans le passé. Mais ce qui me manquait, c'était... j'avais filmé mes grands-parents. Au départ, c'était juste pour garder une trace de vie. Parce qu'en fait, je voulais avoir leur voix, leur regard, leur gestuelle. Voilà, par exemple, la voix, on ne l'a pas dans les photos. Voilà, leur manière de marcher, leur manière de bouger les mains, on ne l'a pas dans une photo. Donc ça, je voulais l'avoir en vidéo, au départ, juste pour garder une trace. Et puis, après, je suis retourné filmer des lieux vides aussi, parce que, en fait, je suis partisan en fait, de vivre les choses sans caméra, sans appareil photo ou sans caméra vidéo, pour être pleinement à vivre les choses comme tout le monde, pas rater des choses en étant caché derrière un boîtier, et après à vouloir retourner sur place pour faire de la reconstitution. Mais par contre, je fais de la reconstitution plus en cherchant à filmer des fantômes un peu, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse. Et surtout que, en fait, en me servant de la voix,
pour que quand je filme un lieu vide, un peu comme une scène de théâtre, et ben en fait, ce soit les spectateurs qui fassent le travail de visualiser dans leur tête mentalement où sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, et voilà, qui mettent des visages, les visages de leurs proches ou dans mon film en fait, quoi. Voilà. L'idée, c'était aussi qu'on ait un peu l'impression que ce soit un peu comme un fantôme qui revienne sur son passé. Et du coup, c'est pour ça aussi que ben voilà, je fais un peu le rôle de filmeur. On entend ma respiration derrière la caméra. Et je voulais qu'on soit transporté dans mon univers mental, en fait, quoi. C'était ça. Voilà, dans ma subjectivité. Voilà, la vidéo, ça permettait de faire ça, quoi. Et puis, je suis quand même parti dans une image assez brute aussi. Pas avec des super caméras, mais c'est aussi pour donner l'exemple à plein de jeunes qui voudraient faire des films avec peu de moyens sur leur famille, en disant c'est possible en fait, en utilisant cette matière ordinaire en fait, familiale, pas pro, mais qui raconte énormément de choses en fait, quoi. Voilà. Parce que toutes les familles sont pleines de secrets, sont pleines d'histoires, sont pleines d'aventures. Voilà, tout est dans le regard qu'on porte sur les événements en fait, quoi. Et oui, c'est un peu une manière de partager une histoire extrêmement personnelle, en fait, mais, enfin, forcément, mais à laquelle beaucoup de gens peuvent soit s'identifier, soit reconnaître des aspects de leur famille. Oui, il y a des motifs universaux un peu. C'est un peu une histoire unique que tout le monde a. C'est un peu ça. C'est un peu, tout le monde a, enfin tout le monde a. On a souvent un frère ou une sœur avec qui c'est pas simple de partir aussi, de se séparer. Voilà, toujours des relations un peu passionnelles avec sa famille. Les histoires de perdre un grand-parent, sa grand-mère, son grand-père, ça nous marque, tout ça. Voilà. Donc, oui, après moi, donc je pense que c'est universel. Et après, par contre, j'essaie d'aller assez loin dans l'intime, parce que dans l'idée, c'était moi de raconter plutôt des moments un peu rudes, mais un peu traumatiques, en fait, quoi. Voilà. Mais voilà, mais de manière assez rapide, parce que, comme tu disais, c'était 20 ans en 1 heure. Il faut faire des choix, en fait, quoi. Donc, y a plein de gens importants dont on ne parle pas, mais c'est une représentation de la vie, en fait, quoi. Voilà. Donc, ce n'est qu'une représentation, ce n'est qu'un film, c'est pas la vie. Donc, il y a cette voix, enfin, ta voix, la voix du narrateur, entre guillemets, qui nous raconte son histoire, son expérience. Ouais. Donc, elle est écrite, c'est une voix qui est enregistrée, Ouais. qui est enregistrée pendant la production, et même par rapport au montage, à quel moment elle a été pensée. Elle a été enregistrée au moment du montage, parce que c'est au moment où on fait la confrontation entre le texte et les images dont on dispose qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des redondances. En fait, on enlève tout ce qui n'est vraiment pas indispensable. Et après, la voix, moi j'avais une idée assez précise de ce que je voulais raconter, parce que c'est un peu un carnet de bord, en fait, un journal de vie, on va dire. Et du coup, j'avais quand même des formules en tête ou des choses. Pour moi, c'était un peu comme écrire des chansons ou de la poésie ou des choses comme ça. Et du coup, je savais ce qu'il fallait absolument que je garde. Et après, on a réécrit régulièrement la voix en cours de montage, en fait, quoi. Quand on voyait que ça marchait pas, voilà, donc ça a été assez dynamique, en fait, quoi. Voilà, l'idée, c'était toujours de garder l'essence de ce qu'on voulait raconter. Donc, gros travail avec la monteuse, parce qu'on n'était que deux. On enregistrait la voix avec un petit micro pour être dans une ambiance un peu intime, pas dans un studio, pas être intimidé, pas être pris par le temps. On est toujours dans l'urgence, mais on n'avait pas besoin de prendre de rendez-vous pour aller dans un studio, payer, etc. On a vraiment fait quand c'était le bon moment, en fait, pour moi, quoi. Et sur l'enregistrement de la voix, ben voilà, pour moi, c'était très important d'avoir quelqu'un à qui m'adresser, même si je pouvais fermer les yeux pour enregistrer la voix, mais pour moi, c'était important de m'adresser à quelqu'un. Parce qu'on n'a pas du tout la même voix quand on parle à une caméra que quand on parle à une vraie personne dans la vie, quoi. L'adresse, ça change beaucoup le ton, la manière de raconter, quoi. Il y a des moments où ça peut passer pour une voix presque intérieure. Ouais. Une voix, une pensée, une petite voix qu'on aurait dans notre tête. Mais c'est-à-dire que c'est quand même réfléchi pour être dit à quelqu'un, pour être orienté vers... Oui, alors ça, des fois, je m'adresse... des fois, je peux me parler à moi-même, des fois, je peux parler aux spectateurs, des fois, je m'adresse à des personnages dans les films, par exemple, je les tutoie. Je fais ça avec mon père, par exemple. Je ne l'ai pas fait systématiquement. Il y a des moments où je sentais que c'était nécessaire, en fait. Ça apportait de la dynamique, ça apportait
des surprises aussi en fait dans le film. On se dit mais pourquoi il parle de son père là d'un coup comme ça alors qu'il n'est pas là. Voilà, c'était sortir d'une voie de reportage et puis de sortir de la routine en fait quoi. Et puis il y a des choses où on se dit mais ça marchera jamais. Et puis en fait quand on le teste avec l'image, ça fonctionne très bien en fait quoi. Et puis je voulais aussi avoir un côté un peu que ce soit à la fois très écrit, mais que ce soit très simple, pas prétentieux. Enfin voilà, très limpide, presque comme une confession. Voilà, on va dire ça. Ouais. Oui, je dis confession parce que dans le film aussi, je confesse des conneries que j'ai faites. Voilà, donc ça crée aussi une complicité en fait avec le spectateur de se dire ah ouais, quand même, il s'épargne pas ou même en parlant d'autres personnages, des fois, je révèle un peu leur intimité aussi, de quel droit, mais bon, tout est dans la manière de le dire en fait, quoi. Voilà. Mais ouais, j'ai tout le temps essayé de garder du cariño, de la tendresse en fait pour mes personnages en fait quoi. Après, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'entrain, un peu plus de joie dans mon film, être plus. Mais en même temps, c'est un film sur le fait d'être perdu, le fait aussi des fois d'avouer mes faiblesses en fait quoi. Donc c'est pas facile, c'est pas toujours facile de rire de soi-même en fait quoi. Ça c'est un exercice difficile et c'est là où je pense que le temps ça compte beaucoup en fait quoi. Voilà, je pense qu'on enregistre une voix une année 1. Si on fait sur un film et on enregistre voilà, 3 ans plus tard, la voix ne sera pas tout à fait la même. Hein. Voilà, parce qu'on aura pris de la distance, etc. Oui, peut-être du voilà. recul. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est très subjectif, c'est très particulier. Enfin, c'est ce que je voulais. Quoi. C'est aussi pour ça que j'ai choisi que ce soit pas un comédien qui dise le texte, parce que de manière formelle, plastique, ça aurait été plus propre. Mais j'aimais bien les aspérités, de la voix, les défauts. Moi, je suis pas comédien. Et puis c'est quand même bizarre que ce soit la voix de quelqu'un d'autre qui fasse ma confession un peu quoi. Donc j'imagine. Voilà. Et oui, parce qu'au travers de ce film, tu revis des événements aussi. Tu es obligé de repasser par des choses qui sont agréables ou même pas agréables. Ouais. Des fois, c'était un peu. Il y a beaucoup de parties de texte. Il y a des parties de texte qui sont très faciles à dire. Et les parties joyeuses en général. Et les parties plus dures. Forcément, on doit se remettre un peu, on doit faire un peu le comédien, se remettre revivre un peu la situation. Et c'est sûr que c'est encore frais, c'est un peu difficile, quoi. Mais c'est là où les gens qui sont autour de toi, c'est ultra important pour t'encourager, te diriger, voilà, te dire qu'ils croient en toi, en ton film, etc. C'est de l'humain en fait quoi. Enfin, si on veut que ça ait cette dimension, j'allais dire tactile, sensorielle, sensible, humaine, voilà, même un film autobiographique, ça se fait en équipe quoi. Parce que dans le film, il y a cette petite voix qui raconte les événements. Ouais. Et au milieu de toutes ces choses, du fait de se sentir perdu, tout ça, ça avance, on va dire, sans jamais s'arrêter. Ouais. Jusqu'au moment où donc tu vides la maison. Où tu vides la maison de tes parents, et il y a à ce moment-là où il y a une fracture, il y a une coupure très nette. Dans la voix. Dans la voix, ouais. Et où donc il y a une espèce d'accident, une pleine crise d'épilepsie dans le film. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est un... Comment on appelle ça ? Le cerveau a disjoncté. Voilà. Chercher le mot en anglais, mais ouais, un lockdown, un truc comme ça. Enfin, c'est disjoncté. Disjoncté, c'est-à-dire que le grand noir d'un coup, voilà, c'est comme si on m'avait coupé le courant en fait, quoi. Et puis c'est pour ça que la voix c'était important, cette voix intérieure, etc. Parce que c'est ce que j'ai cherché à retranscrire un peu dans le film, à raconter, c'est que quand je me suis réveillé à l'hôpital 2-3 jours plus tard, j'entendais plus cette voix intérieure. Je voyais le monde autour de moi, mais je m'entendais plus. Je m'entendais plus, et j'ai vraiment eu peur de rester comme un légume et d'être juste une conscience. Mais encore une conscience, elle se parle un peu, quoi. Et là, j'avais l'impression d'être une caméra qui enregistre ce qui se passe, mais qui ne pense rien, quoi. Et ça m'a fait peur. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me remettre, mais après, j'ai commencé à pouvoir faire des phrases dans ma tête, et je ne pouvais pas les articuler.
Donc ça, c'était flippant aussi de me retrouver tout seul avec moi-même, enfermé dans moi-même. Et mais voilà, c'est là où il faut faire confiance à la vie parce que on a notre corps qui récupère petit à petit. Voilà, toujours cette pulsion de vie, ça revient, c'est ça qui est comme magique et extraordinaire en fait. Quoi. Et voilà, et après j'ai retrouvé ma voix normale et pour pouvoir remercier ceux qui avaient pris soin de moi quand j'étais pas là en fait, quand j'étais plus là. Quoi. Voilà, et puis après il y a des voix aussi que j'ai récupérées de répondeurs téléphoniques. Et c'est très particulier, récupérer la voix de personnes qui sont mortes, en fait. Quoi. Ce qui était anecdotique à l'époque où mon père était vivant. Et là, quand j'ai retrouvé sa voix, tout à fait par hasard, j'ai l'impression que c'était une voix qui venait du fin fond de l'espace, en fait, de l'infini, quoi, de l'âge, j'en sais rien. Quoi. Mais en tout cas, ça m'a confirmé que ouais, la voix, c'est un truc unique pour chaque personne. Le timbre de la voix, la manière de parler, tout ça. Et que c'est un truc vivant, quoi. Donc, quand le film est projeté, pour moi, c'est une part d'éternité, en fait, quoi, qui fait que voilà, ils seront toujours là, quoi. Mon plus grand souhait, c'est que ça parle à d'autres personnes, en fait, quoi. Voilà, que ça apporte du réconfort à voilà, toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un et surtout que ça donne envie de profiter des vivants, en fait, quoi. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé assez fort, c'est le fait que, par exemple, dans les séquences à l'hôpital où tu parles de tes proches, il y a une grande facilité à projeter son histoire sur le film, à y voir nos parents, notre famille, on peut s'identifier très facilement. Je pense que ça vient en partie des choix de mise en scène. Le fait de représenter ces décors, de repasser comme un fantôme, comme tu disais, mais de ne pas demander à des comédiens de rejouer ou juste de montrer les lieux vides et de laisser le spectateur remplir l'image. S'y projeter. Oui. Oui. Je pense que ça devient presque un peu abstrait en fait. Et du coup, l'hôpital, tout le monde y passe en fait, quoi. À un moment où on note de sa vie, soit pour soi, soit pour les autres et tout, et que c'est une frontière en fait. C'est une frontière, c'est une frontière. Et c'est vrai que peut-être que ça existe dans d'autres films, et moi, le fait aussi de ne pas être un spécialiste du cinéma, du coup, je m'autorise à filmer de ma manière à moi, en me disant, voilà, moi c'est comme ça que j'aimerais bien figurer cette zone frontière, et en même temps, voilà, chaque fois je me dis, ouais, les murs nous regardent. Je me dis, ce qui reste, c'est qu'en fait, les objets, les lieux et tout, c'est eux qui sont témoins en fait de nos histoires. Hein. Et ça aussi, ça m'intéressait en fait de me dire, tout ça, c'est de la matière vivante autour de nous en fait. Quoi. Ce qui a l'air inerte n'est pas inerte en fait. Quoi. Et après, ouais, en termes de mise en scène, une fois on m'avait dit, ouais, il faudrait que tu apprennes à filmer les fantômes. Et franchement, je me disais, mais comment c'est possible de filmer les fantômes en fait, quoi. Et je me suis rendu compte, voilà, il suffit de laisser une trace en fait de la présence de quelqu'un, une chaise qui est mise comme s'il y avait quelqu'un, un porte-manteau où on laisse un chapeau, quelque chose, hop, tout de suite, ça aide. Et là, sur l'oreiller, je sais qu'on avait des plans, par exemple, où l'oreiller était très propre, très bien mis, et en fait, ça marchait pas, et juste de laisser une trace faite au doigt sur l'oreiller d'un léger enfoncement, et hop, on se dit, ah, voilà, cet objet-là, il a servi, il est encore avec la trace de quelque chose, quoi. Donc ça se joue vraiment à pas grand-chose, quoi. I love my mother. I love my father. I love my sister.